Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dynamique d'entreprise. Collection dirigée par Michael Ballet. Lieu de travail et lieu de vie, l'entreprise est au cœur de la société. Pourtant, beaucoup de ces aspects restent mal connus. Les évolutions technologiques et sociales sont à la source de nombreuses mutations organisationnelles. Les professions continuent d'évoluer en se divisant toujours davantage sur un plus grand nombre de spécialités. Les frontières elles-mêmes des entreprises s'estompent alors que les modes de travail se redéfinissent. Les entreprises deviennent des objets d'étude à multiples facettes dont les dynamiques sont de plus en plus complexes et souvent surprenantes. Au-delà des grandes lignes des logiques de management, d'une part, et des théories sociologiques de l'autre, nombre de ces facettes restent dans l'ombre. Dimension ignorée, métier méconnu ou dynamique contre-intuitive. La collection Dynamique d'entreprise a pour vocation de diffuser les études réalisées sur ces points d'ombre, souvent techniques, de la nature des entreprises. Allant au-delà des essais de management, la collection regroupe des textes de recherche ou d'expérience sur le terrain qui éclairent les nombreux aspects ignorés des entreprises modernes. Dernière parution. William H. Frost, Small Company Big World. PME du monde, internationalisez-vous, 2021. Jean-Marc Sauret, Manager pour un monde meilleur. L'humanisme comme efficience du développement de soi au management, 2020. Laurent Keller, Les clés de la motivation au travail, 2018. Robert Jourda, La personnalité professionnelle, tome 1 à 2 éditions. Identification par l'A2P et mesure par l'ISANTI-2P, 2016. Amina Omran, Rôle des compétences sociales et du capital social de l'entrepreneur et accès aux ressources extérieures en création d'entreprise, 2014. Robert Jourda, La personnalité professionnelle, tome 3, 2013. Introduction. Dans un contexte marqué par l'interdépendance croissante des rapports économiques entre les firmes, le management stratégique des firmes s'est appuyé, parallèlement aux stratégies concurrentielles, sur des stratégies relationnelles. Celles-ci consistent à relier des centres de décision autonomes pour appréhender conjointement des marchés et des territoires différents. Noria et Garcia-Pont, 1991. Ainsi, le concept de relation interorganisationnelle, RIO, est couramment utilisé pour désigner les coopérations entre les organisations, sous leurs diverses formes, situées le long du continuum marché-hiérarchie. De ce fait, elles apparaissent comme une nouvelle forme d'organisation hybride située entre les modèles marchands et hiérarchiques. En effet, les mutations économiques telles que la mondialisation, l'économie de la connaissance, les phénomènes de convergence technologique ou encore la nouvelle division du travail, n'ont cessé de transformer et d'impacter les rapports interorganisationnels. Ces relations interorganisationnelles peuvent se construire tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise. Les premières formes de ces RIO ont porté essentiellement sur les activités d'approvisionnement, de production, de commercialisation ou encore plus récemment de R&D en raison d'une plus grande mobilité des marchandises, des capitaux et des connaissances avec le passage à l'innovation ouverte, Chesbrough, 2003. De plus, l'émergence de tensions paradoxales dues à l'accroissement de l'intensité concurrentielle associée à des besoins accrus de coopération interfirmes ont rendu la collaboration en matière de R&D requise pour toute entreprise qui souhaite innover de manière continue, Bolland 2015. Dans ce cadre, les RIO sont considérés comme vecteurs de développement des innovations et de transfert de technologies, Haussmann et Stock, 2003, Ritter et Walter, 2003, ce qui explique leur développement sans précédent ces dernières décennies, Mandar 2012. Dans le domaine de l'innovation et de la recherche technologique, les relations interorganisationnelles se déclinent à travers plusieurs formes d'organisation collaborative, dont principalement les réseaux d'innovation et les alliances en R&D. Ainsi, les réseaux d'innovation, clusters, écosystèmes d'affaires, etc., regroupent une multitude d'organisations indépendantes, Hassan et Coury-Lemer, 2014, tandis que les alliances en R&D, Joint Ventures, accords de transfert de technologie, etc., ont un périmètre de coopération interfirme, Mitchell et al., 2002. À cela s'ajoute une troisième forme de collaboration en R&D qui s'est progressivement distinguée des deux premières, à savoir les consortiums de R&D.
Les consortiums de R&D désignent un groupement d'organisations liées par un accord commun pour mener des activités de recherche technologique et d'innovation. Pinto et al. 2011, Sakakibara et Shaw, 2002, Mott et Kellin 2000. Comparé aux autres formes de relations interorganisationnelles, en l'occurrence le réseau d'innovation et l'alliance en R&D, le consortium constitue une forme d'organisation hybride entre le réseau et l'alliance combinant à la fois les propriétés de l'un et de l'autre. Celui-ci emprunte les caractéristiques de l'alliance car il repose sur un seul contrat liant les partenaires et non sur un nœud de contrat à l'image du réseau. En outre, il s'inscrit dans un horizon temporel prédéterminé contraint par la réalisation d'un projet spécifique de R&D contrairement au réseau qui a vocation à devenir une forme d'organisation permanente. Toutefois, il se distingue de l'alliance en R&D par sa nature multilatérale ainsi que par la dynamique d'entrée et de sortie de ses membres, associée à la nature extensible de ses frontières à l'instar du réseau. En outre, le consortium ne suit pas nécessairement les mêmes mécanismes de régulation et processus technologiques que celui du réseau et de l'alliance. La question de la mise en congruence des intérêts des partenaires, de la coordination de leurs tâches ainsi que du contrôle-régulation de leur comportement, apparaît dès lors comme un enjeu stratégique pour le management de ces entités. Nous mobiliserons dans cet ouvrage le concept de contrôle managérial, CM, qui constitue un élément clé du système de gouvernance, parallèlement à d'autres types de contrôles susceptibles d'être utilisés tels que le contrôle de gestion, le contrôle qualité ou encore le contrôle de la chaîne logistique. Face à la multitude des concepts de contrôle, nous définissons le contrôle managérial interorganisationnel comme l'ensemble de contrôles conçus et mis en œuvre par les partenaires pour assurer les différentes parties prenantes sur la bonne conduite de la coopération et la réalisation des objectifs souhaités. Marchand et Van der Stede 2007, Malmy et Brown 2008, Grabner et Meurce 2013, Anderson et Decker 2015, Decker 2016. En retenant cette acception du contrôle, nous considérons uniquement les pratiques destinées à la mise en congruence des objectifs et des comportements et à la coordination des actions menées. Cela exclut, de fait, les pratiques ayant pour but d'alimenter le système de décision ou d'information, décision support hors information système, ou relevant du management accounting, comme les pratiques comptables, de contrôle de gestion ou encore d'audit. Par ailleurs, la mise en place du contrôle dans une configuration interorganisationnelle pose des défis particuliers, Decker 2016, Anderson et al. 2015. En raison de l'autonomie juridique des partenaires et de l'absence de l'autorité au sens conventionnel dans les coopérations, Jones et al. 1997, Provence et Kennis 2007, les choix en matière de contrôle et de prise de décision impliquent un processus de délibération, de négociation, de communication, de résolution de conflits et d'interaction entre les membres. Ainsi, la décision résulte d'un compromis négocié, Negotiated Compromise, entre les partenaires Decker 2004. La conception du contrôle managérial interorganisationnel tend à se complexifier davantage dans un contexte d'innovation, Chenol et Meurce 2015, sachant qu'il est censé venir en appui à la dynamique d'innovation mise en place. Force est de constater que les besoins du contrôle dans le processus d'innovation n'ont en effet été reconnus qu'au cours des dernières années, Fraïd et al. 2017, Chenol et Meurce, Hop.site, Moll, 2015, et que le contrôle managérial a été pendant longtemps considéré comme préjudiciable à l'innovation, Roberts, 1991. L'innovation et le contrôle peuvent recouvrir des problématiques en apparence contradictoires, Lofstall et Jontoft 2017. Si le contrôle managérial nécessite le recours à la planification pour répondre aux besoins de cohérence et de coordination, l'innovation, de son côté, exige de faire preuve de flexibilité pour répondre aux besoins d'adaptation face à l'incertitude technologique et environnementale. Davila 2000 précise dans ce contexte que le contrôle managérial ne peut se limiter aux mécanismes traditionnels quand il s'agit de gérer l'innovation et le développement de nouveaux produits. Il apparaît dès lors nécessaire de repenser le dispositif de contrôle pour inclure d'autres mécanismes multidimensionnels. Le dispositif de contrôle de l'innovation doit être pensé dans une logique globale de façon à combiner plusieurs mécanismes de contrôle pour gérer différentes activités, de nature différente et répondant à des besoins différents en même temps, Hochstein et al. 2014, Chenol et Meurce 2015.
Cela peut s'accompagner d'une dynamique conflictuelle lorsqu'il convient par exemple d'associer des mécanismes formels et informels ou encore des mécanismes mécanistes et organiques, Ilainen et Gullqvist, 2014. Le management combiné d'activités de contrôle et d'innovation génère des tensions organisationnelles, Lofstall et Jontoft, 2017, nécessitant l'adoption de pratiques de contrôle managérial spécifiques. En partant du constat que le contrôle managérial est appréhendé dans la littérature sous des perspectives distinctes, nous nous proposons de construire un cadre conceptuel mettant en évidence la complémentarité entre ces perspectives et afin de contribuer à une meilleure compréhension de la mise en place et de l'efficacité du contrôle managérial de l'innovation collaborative. En effet, la littérature sur le contrôle managérial examine ce dernier essentiellement sous la perspective de contingence. Les tenants de cette perspective considèrent que les pratiques de contrôle doivent être adaptées à l'environnement avec lequel l'organisation doit composer. Ils admettent aussi que l'efficacité du contrôle managérial doit être recherchée dans son adéquation avec les facteurs de contingence, Bedford 2015, Hochstein et al. 2014, Sheol 2003, Donaldson 2001, Dan 1990, Miles et Snow 1978, Kandwala 1972. Force est de constater que cette perspective ne prend pas en compte les synergies et les interactions internes associées à la combinaison des pratiques de contrôle, ainsi que leur impact sur l'efficacité du dispositif de contrôle dans son ensemble. Une seconde perspective, celle de la consistance interne, Bedford et al. 2016, Langfield-Smith 2008, Brown et Malmy 2008, met précisément l'accent sur l'association et la cohérence interne entre les mécanismes de contrôle pour renforcer l'efficacité du dispositif de contrôle managérial. Bien qu'impactée par le contexte externe, l'efficacité du contrôle managérial est tributaire selon cette approche de la nature des interrelations entre les composantes du contrôle managérial, Grabner et Meurs 2013. Celle-ci va dépendre de la nature de la combinaison des mécanismes de contrôle mobilisés, ainsi que de leur consistance interne. Il nous apparaît utile donc, de mobiliser ces deux perspectives en mettant en perspective leur complémentarité. Dans ce contexte, l'examen du contrôle managérial ne doit pas occulter ni l'importance du contexte dans lequel ces pratiques sont déployées, ni leurs interdépendances internes. En conséquence, la mise en place du contrôle managérial nécessite de choisir les pratiques non seulement les plus adaptées au contexte de la coopération mais également celles qui sont les plus cohérentes entre elles, afin de soutenir la dynamique d'innovation collaborative entre les partenaires. Cet ouvrage est structuré en 4 chapitres. Le premier explicite les différentes motivations des rapprochements interorganisationnels. Le deuxième présente les différentes formes de relations interorganisationnelles dans le contexte de l'innovation collaborative. Le troisième analyse le passage du contrôle managérial intra au contrôle managérial interorganisationnel. Le quatrième se focalise sur la spécificité du contrôle managérial dans le contexte de l'innovation collaborative. Chapitre 1. Les motivations des rapprochements INTERORGANIS-ATIONNELS. Les rapports d'interdépendance entre les entreprises se sont intensifiés, du fait de la mondialisation accroissant à la fois les tensions concurrentielles et les besoins de coopération entre elles. Cette dynamique collaborative est d'autant plus justifiée dans un contexte de raccourcissement des cycles de vie des produits, et d'accélération du rythme de mise sur le marché de nouveaux produits qui poussent les entreprises à se rapprocher et à coopérer entre elles pour soutenir leur dynamique d'innovation. Dans ce contexte, les relations interorganisationnelles, RIO, s'avèrent désormais comme vecteurs de développement des innovations. Ces relations regroupent une multitude de formes de coopération hybride allant des formes quasi-marché comme les partenariats d'impartition, jusqu'aux formes quasi-hiérarchie comme les joint ventures. D'autres formes, en revanche, se situent au milieu de ce continuum comme les coopérations de cotraitance ainsi que les réseaux. Ce chapitre se propose de revenir sur le thème des rapprochements interorganisationnels, leurs motivations ainsi que les formes qu'ils prennent dans le contexte de l'innovation collaborative. Ainsi, la première reviendra sur la définition et l'émergence des relations interorganisationnelles et les principales formes de coopération en matière d'innovation, en l'occurrence les réseaux d'innovation et les alliances en R&D.
La seconde section, quant à elle, abordera particulièrement le consortium en R&D en présentant ses définitions, ses déterminants et typologies ainsi que sur ses caractéristiques et ses modes de fonctionnement. 1.1. Le concept de relations interorganisationnelles. Les relations interorganisationnelles sont multiples et peuvent prendre plusieurs formes et porter sur différents maillons de la chaîne de valeur. Approvisionnement, production, commercialisation, R&D. Ici, nous traitons particulièrement les relations interorganisationnelles ayant pour objet la R&D. Face à la multitude des concepts autour des relations interorganisationnelles, il est indispensable de présenter une revue de ces concepts et d'en définir les contours en s'appuyant sur les différentes approches mobilisées dans la littérature managériale. 1.1. Terminologie et définition des relations interorganisationnelles. Il existe une multitude de définitions du concept de RIO dans la littérature en sciences de gestion. Ainsi, la diversité d'approches et de recherches menées sur ce champ peut nuire à leur compréhension globale en induisant une confusion importante entre les différentes formes susceptibles d'être mobilisées, Lefebvre-Durand et al., 2006. Selon Anderson et Narus, 1991, il s'agit d'un processus dans lequel deux organisations forment au cours du temps des liens puissants et étendus, de type social, économique, de services et technique, dans le but de réduire les coûts et ou d'augmenter la valeur reçue et ainsi d'en tirer un bénéfice mutuel. Lefebvre-Durand et al. 2006, page 206. Pour Cropper et al. 2009, il s'agit de toute relation entre organisations publiques, privées ou à but non lucratif, qu'elles soient dyadiques ou multilatérales. La littérature appréhende la manière dont ces relations sont nouées de deux manières distinctes. En s'appuyant sur la théorie des coûts de transaction, TCT, la relation entre ces organisations est considérée comme une construction volontaire pour répondre à un ou plusieurs besoins particuliers et s'inscrivant dans des conditions environnementales spécifiques. La relation interorganisationnelle est perçue en revanche, dans la perspective de la théorie relationnelle, comme le résultat et le prolongement de liens préexistants et antérieurs à la coopération entre ces organisations. Granovetter, 1985. Les RIO peuvent porter sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de l'entreprise. Lorsqu'elles sont centrées sur la R&D, les RIO sont considérés comme vecteurs de développement des innovations et de transfert de technologies. Haussmann et Stock, 2003. Ritter et Walter, 2003, en raison de la division cognitive du travail, DCT, et du raccourcissement des cycles de vie des produits. En amont, elles permettent également une meilleure gestion de la production en maîtrisant la chaîne logistique et les relations avec les fournisseurs. Horvat, 2001, Primo et Amundsen, 2002. En aval, elles renforcent la chaîne de distribution. Anderson et al., 1994, et permettent de se rapprocher des marchés cibles. En outre, dans le domaine du management stratégique, les RIO sont un levier clé pour obtenir et ou conserver un avantage compétitif. RIO, 1988, Gulati et al., 2000. En effet, l'application de ces relations dans divers domaines de la vie économique et organisationnelle a créé un ensemble de termes d'usage courant: accord, collaboration, coopération, alliance, réseau, etc., qui font partie de la terminologie globale du concept de RIO. Dans leur recherche sur les terminologies des RIO, Cropper et al., 2009, distinguent trois catégories de terminologie, tableau 1 ci-dessous. La première catégorie regroupe les termes utilisés pour qualifier l'entité qui prend la forme d'une relation interorganisationnelle. Ces entités interorganisationnelles, Interorganizational Entities, IOES, sont la manifestation de l'existence des RIO et peuvent renvoyer à des alliances, des réseaux ou encore à des partenariats. La deuxième catégorie de termes est constituée d'adjectifs servant à décrire des formes de RIO spécifiques, telles que collaboratif, virtuel, professionnel, etc. La troisième catégorie de termes, quant à elle, porte sur la nature de l'action réalisée dans le cadre de la RIO comme des activités de sous-traitance ou de franchise par exemple. Les terminologies des RIO sont présentées dans le tableau ci-dessous. Tableau 1. Terminologie des RIO.
Source Cooper et al. 2009 page 3. 1.1.2. Dimensions et frontières des relations interorganisationnelles. Au-delà des diverses terminologies du concept de Rio, celui-ci est sous-tendu par deux notions fondamentales, à savoir la relation et l'organisation. Chacune d'elles reflète une dimension particulière de la relation interorganisationnelle. La dimension organisation renvoie aux attributs organisationnels des partenaires, Cooper et al. 2009. Ces attributs peuvent être de nature individuelle, i.e., propres à chaque organisation partenaire, renvoyant par exemple à la taille, la nationalité, le secteur d'activité, et collectif, i.e., propres à la relation interorganisationnelle et décrivant l'étendue de la collaboration ou son périmètre géographique. Cette dimension organisationnelle permet de caractériser les RIO en termes de taille, dyadique ou non, de symétrie, asymétrique ou non, de nationalité ou encore de distribution spatiale. Appréhender les RIO sous cet angle amène donc à s'intéresser au profil des parties prenantes, à leur capacité financière, à leur degré de proximité ou de distance cognitive, culturelle, organisationnelle, institutionnelle et géographique, ainsi qu'à la structure interorganisationnelle les reliant. S'agissant de la dimension relation, elle renvoie aux attributs relationnels permettant de caractériser la nature de la relation entre les organisations en fonction du degré de dépendance, de confiance ou du rapport de force entre partenaires. La dimension relationnelle permet de distinguer entre les RIO interactives et non interactives, Cooper et al. 2009. Les RIO sont interactives lorsque le lien qui relie les partenaires est direct, impliquant un transfert de ressources et ou un échange d'informations. Cela peut être le cas s'agissant d'une relation client-fournisseur par exemple. Nous pouvons qualifier les RIO de non interactives lorsqu'elles renvoient à des organisations qui partagent des attributs communs comme la présence sur un même territoire, une technologie de base commune, ou encore des positions concurrentielles comparables sans pour autant interagir entre elles. Cela peut être le cas d'entreprises concurrentes qui font face à un même environnement. Ces formes relationnelles de RIO ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. D'ailleurs, Nobeoka, 2000, montre ainsi à travers le cas du réseau de Toyota qu'il peut y avoir une coexistence à la fois des relations interactives et non interactives au sein du groupe. Si Toyota entretient des relations directes avec ses fournisseurs et donc interactives, force est de constater que le réseau créé autour de Toyota repose aussi sur des éléments communs, identité, routine interorganisationnelle, etc., partagés par l'ensemble des fournisseurs de Toyota et qui entretiennent des relations non interactives. La combinaison de ces relations interactives et non interactives au sein du réseau a considérablement facilité le transfert de connaissances et de l'apprentissage au sein du groupe. La spécificité des dimensions organisationnelles et relationnelles qui caractérisent les RIO permettent de les distinguer des formes d'organisation plus traditionnelles qui s'appuient sur le marché ou la hiérarchie. En s'inscrivant dans la perspective de la théorie des coûts de transaction, TCT, nous pouvons distinguer le modèle marchand dans lequel les transactions entre les entreprises partenaires, clients-fournisseurs par exemple, s'établissent sur la base d'un système de prix de marché. De son côté, le modèle hiérarchique est caractérisé par des transactions qui se déroulent à l'intérieur d'une entité commune pouvant s'inscrire par exemple dans le cadre d'une fusion-acquisition. Dans le modèle marchand, les partenaires sont autonomes et établissent, en l'absence de dimension relationnelle, des transactions ponctuelles et marchandes entre eux. À l'inverse, dans le modèle hiérarchique, les parties sont interdépendantes et établissent des relations qui se veulent durables. Dès lors, le modèle hybride ou réseau Williamson, 1991, constitue une forme intermédiaire dans laquelle les dimensions marché et hiérarchie sont combinées. Pour caractériser les formes de coopération découlant des modèles susmentionnés, Hassan et Barconcelli 2004 proposent 3 critères, à savoir l'accès à l'information, les flux d'entrée et sortie et le choix des partenaires. Dans le modèle marchand, l'information est disponible à tout moment et se retrouve à travers le système de prix adopté. Les flux d'entrée et sortie de l'organisation en place ainsi que le choix des partenaires sont libres. Ces derniers sont régulés par les mécanismes de marché, offre et demande, prix et négociation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.